Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast baseball universitaire en français. Bien content de vous retrouver, j'ai l'impression qu'on se retrouve de plus en plus souvent, mais en fait ce n'est pas ça, c'est juste que le temps passe vite. Mais bien content de vous retrouver encore une fois pour un nouveau week-end riche en rebondissements, en informations, en conclusions que l'on peut faire. Etc., etc. Et un week-end que je n'ai pas pu suivre totalement. J'ai dû notamment m'atteler à regarder pas mal de replays avant de préparer cette émission. Puisque, comme je l'ai dit, il y a la March Madness en ce moment, une March Madness qui a été très intéressante comme d'habitude, même s'il y a eu moins d'upsets que ce que j'imaginais. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais plutôt pour parler baseball et baseball universitaire. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les anciens épisodes sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, également sur YouTube, le Homera présent sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et donc YouTube. Et on va pouvoir commencer sans plus tarder. Allez, c'est parti! Et comme d'habitude maintenant, depuis peu, je vous fais toujours un petit récap du week-end, notamment les séries que j'ai vues. Comme j'ai dit, March Madness oblige, je n'ai pas pu voir beaucoup de séries. Et la seule série que j'ai pu voir en direct, c'est une série qui impliquait deux équipes qui ne sont pas dans le top 25. Deux équipes quand même qui importent, enfin qui ont une certaine importance, parce qu'elles sont dans la ACC, une des meilleures conférences du pays. C'était en fait la série qui voyait le déplacement de Miami du côté de South Bend pour y affronter Notre-Dame. Pour remettre en contexte, Miami a montré les crocs alors qu'on les imaginait quand même en difficulté face à deux gros, UVA et UNC, mais tout ça c'était à domicile. Et là, on voulait voir un peu comment ils allaient se comporter face à un Notre-Dame qui, pour le coup, a très mal commencé avant ce week-end sa campagne ACC, mais ce n'est pas surprenant dans le sens où, comme on avait parlé en preview, Notre-Dame est vraiment en reconstruction. Il y a beaucoup de choses à remettre en place, etc., etc. En tout cas, on voyait donc Miami avoir un premier test en dehors de ses bases lors de ce calendrier ACC. Et ça a commencé vendredi avec un match assez étrange, alors que je vous ai peut-être fait un petit. Voilà, enfin, je vous ai peut-être asséné un gros coup dans les tympans, désolé. J'ai fait tomber mon téléphone en fait. Mais voilà, ça a commencé assez bizarrement avec vendredi un match où on a senti. Comment je peux dire ça? Alors, j'essaie pas du tout de chercher d'excuses vis-à-vis de Miami, parce que vous allez comprendre très vite, Notre-Dame, qui a fait d'ailleurs un très bon match et une très bonne série en général, a gagné. Mais en fait, c'était assez marquant, même physiquement, quand on voyait les joueurs Miami, c'était comme si c'était frigorifié. Mais frigorifié à l'état physique en fait. Les deux équipes jouaient dans le même climat, voilà, il faisait certainement assez frais du côté de South Bend. Mais on va dire que Notre-Dame, ça ne s'est pas senti de manière visuelle, alors que Miami, on l'a très vite vu. Faut le savoir aussi, Miami, c'est une équipe qui, en termes de fielding, n'est pas si bonne que ça, en termes de défense. On l'a vu d'ailleurs sur toutes les séries qu'elle a gagnées. Je pense qu'il y a eu vraiment un match complètement maîtrisé face à UNC, c'était le premier de mémoire où ils les ont explosés tout simplement. Mais à chaque fois, on l'a vu, ça a été compliqué, puisque la défense a souvent lâché un peu du côté de Miami, et c'est l'attaque qui a fait des prouesses en fait assez incroyables pour faire des remontadas, pour revenir du Diablo Vauvert et pour remporter ses séries précédentes. Là, ça n'a pas été le cas, les Bats sont restés frigorifiés sur le premier match, avec une victoire donc de Notre-Dame 6-2, et on pouvait voir assez de points communs entre ces deux équipes dans le sens où le pitching staff n'est peut-être pas incroyable. La défense en général n'a pas montré des choses incroyables non plus sur le début de saison. Par contre, des points un peu de différence, enfin, peut-être pas tant que ça. Euh, hmm. Notre-Dame a montré quand même des belles choses offensives, mais de manière irrégulière. Miami, avant cette série, a montré des belles choses offensives de manière régulière, mais vraiment avec les tripes en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que euh, ils ont réussi à appliquer de la pression et tout ça, donc il y a un côté technique. Mais pourquoi je dis avec les tripes, c'est puisque à chaque fois, c'est quand on les a trouvés vraiment en danger qu'ils ont su trouver les ressources mentales pour pouvoir avoir des at-bats de qualité.
C'est assez frappant d'ailleurs quand on voit un peu les stats, c'est que Miami, il faut les voir entre guillemets dos au mur pour les voir vraiment, en général, hein, c'est pas forcément sur tous les matchs, mais on les a souvent vus dos au mur avant de voir les bats vraiment se mettre en feu et puis après profiter aussi de quelques erreurs des adversaires. Mais ces erreurs-là sont aussi quelque part provoquées par la pression qu'est capable de mettre Miami. Notre-Dame, c'est une attaque peut-être moins clinquante, mais plus fluide. Euh, Moins dans la pression mentale, mais plus dans une sorte de discipline qu'ils essaient de mettre en place pour, a priori, essayer de euh, euh, apporter au moins au niveau offensif une certaine régularité. Et ça s'est d'ailleurs ressenti dans le match où ils ont pris la température de Gage Zeal, hein, le starter de Miami, euh, jusqu'à voilà, l'épuiser complètement. Et sur le troisième passage de la plupart des joueurs, ils ont réussi à faire la différence. Ça s'est notamment vu on va dire entre la cinquième et la septième manche, hein, à peu près de mémoire. Puisque je vais refaire rapidement, hein, vraiment très rapidement, le film de ce match-là. On se retrouve avec deux équipes qui ont des leaders que l'on ne voit pas forcément. Je pense notamment surtout de côté de Miami, hein, Blake Sear, ça a été très compliqué. Daniel Covey, on n'en parle pas. Et on a eu la première mèche lancée, enfin frappée pour le coup par Scanlon, hein, le catcheur de Miami, puis qui a réussi donc un RBI double. Donc il a frappé un double et puis il a fait rentrer un de ses camarades, hein, je pense que c'était le deuxième base. Ouais, ça doit être le deuxième base Gonzalez qui lui aussi s'est fait remarquer après de la mauvaise manière un peu défensivement. Et on a vu surtout voilà, qu'au niveau du pitching, ça tenait plutôt bien, hein, sur 4-5 manches. Zil était quand même assez intéressant. Lui qui a pas un arrêt incroyable, mais c'est très facile à comprendre après ce que je vais vous dire. Zil, c'est très clairement le joueur voilà, avec assez d'expérience pour pouvoir tenir des rencontres ACC. Le problème, c'est que pour moi, c'est pas un gros moteur quand on parle de pitcher, dans le sens où ça devrait être un lanceur partant, si on veut, sur allez, 4 manches maximum, allez, 5 manches si vraiment tout se passe bien. On le sent souvent, il décline, et c'est pas pour rien que son IRA n'est pas si impressionnant que ça. Et le problème du côté de Miami, ça, on l'a vu quand même pas mal de fois, c'est que le bullpen, surtout là avec les absences qu'il y avait, est assez compliqué, assez limite abyssal. Et on a très clairement eu l'impression que du côté du staff de Miami, on a voulu tenir le plus longtemps possible avec Zil pour éviter de faire rentrer le bullpen. Et malheureusement, cette stratégie a fini par payer pour Notre-Dame, puisque Notre-Dame va non seulement revenir, mais ensuite euh, faire un gros écart. Euh, pour moi, très clairement, il y a eu deux joueurs euh, du côté de Notre-Dame qui ont sonné la charge, hein, même si on peut vraiment euh, affilier plusieurs joueurs. Alors de mémoire, c'est TJ Williams. Oh, voilà, encore une fois, les noms, hein. Je sais que son nom de famille c'est Williams, mais j'ai oublié son prénom. Mais en gros, voilà, c'est Williams, 2 sur 5 en at-bat. J'avais pris une note sur lui, mais j'ai pas mis son prénom en fait, tout simplement. Bravo, bravo à moi. Donc c'est 2 sur 5 à l'at-bat, 2 points produits, 1 point scoré. C'est l'outfielder, hein, je pense qu'il est champ-centre de Notre-Dame, et c'est le lead-off en fait surtout. Il a montré aussi pas mal de capacités de vitesse, je trouve, notamment euh, sur les bases, hein, quand il était sur base. Et l'autre joueur que j'avais noté, c'est Penny. Alors c'est le shortstop. Lui aussi, c'est 2 sur 4 à la batte. Il a fait notamment un triple. Pas de points produits ou quoi que ce soit, mais en fait, par sa batte, il a réussi à, comment on va dire ça, enclencher quelque chose, surtout en sixième manche. Euh, On a vu aussi qu'il y a eu pas mal d'hésitations, comme j'ai dit, de côté de Miami, où au bout d'un moment, on a vu des joueurs comme le fameux Gonzalez, qui ont beaucoup aidé une équipe de Notre-Dame, qui a aussi su être très 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 intelligente, dans le sens où, ok, c'est pas une équipe qui va frapper forcément des home runs ou quoi que ce soit, mais il y a quand même des joueurs qui sont capables d'apporter de la puissance. Je pense notamment à Baumgart, hein, le troisième base. Normalement, c'est un joueur qui est capable, hein, je dis pas que c'est un joueur qui va vous amener de la puissance tout le temps, mais qui est capable d'amener de la puissance. Hinks aussi, le premier base, est capable. Mais en fait, ils ont surtout bien alterné en fait, les coups sûrs un peu longs, hein, par exemple des doubles ou des triples, et du small ball. Et surtout, ils ont acculé quand ils ont vu que voilà, le feeling de Miami n'était pas au mieux de sa forme, surtout à partir de la cinquième manche.
ils ont su appuyer sur un Zil assez fatigué et déjà vu 2 fois par les batteurs pour avoir un troisième passage, voilà, très cohérent où ils ont pu scorer, puisque d'un coup ils sont passés de 0-1 à 5-1 en 2 manches. Miami va remettre un deuxième point pour être à 5-2, mais après ça va être 6-2 puisque Notre-Dame va réétendre son lead. Donc voilà, voilà. En fait, les enseignements que j'ai tirés un peu de ce match-là, je vais pas vous mentir, c'était pas un gros match. On sent que ce sont deux équipes qui sont en train de travailler pour un futur plus ou moins proche. On sent qu'il y a une reconstruction derrière tout ça. Côté Miami, je trouve que le line-up est quand même très intéressant. Va falloir quand même bien travailler la défense et la cohésion défensive. Et au-delà de ça, il va falloir trouver des successeurs, on va dire, à des joueurs comme Andrew Walters qu'on avait du côté de Miami. Alors bon, c'est vrai que c'est pas fair, c'est pas équitable de parler juste de lui, parce que lui c'était vraiment une star en termes de releveur et closer. Mais il va falloir en tout cas, bah voilà, former la classe de pitching freshman qui est arrivée cette saison et trouver petit à petit des joueurs sur lesquels s'appuyer de manière durable. Côté Notre-Dame, bah ça a fait du bien. Après, voilà, je pense qu'il s'était fait sweeper d'ailleurs sur les 2 premières séries, donc c'était pas incroyable. Ça va faire du bien en fait cette victoire-là. Et en fait, spoiler, il y a eu carrément une victoire de série, mais je vais pas vous décortiquer chaque élément de la série. Euh, Ça va faire du bien puisque ça leur prouve qu'ils sont capables d'être compétitifs dans cette ACC. Alors, ils s'étaient fait sweeper, mais ils n'avaient pas été forcément ridicules à chaque match auparavant. Là, ils ont surtout montré encore une fois des choses très intelligentes. Voilà, cette alternance small ball et baseball plus traditionnel comme on le voit maintenant avec pas mal de jeux de puissance. Ils ont beaucoup provoqué les erreurs, ils ont bien travaillé sur base pour pouvoir mettre de la pression et ils ont voilà, capitalisé sur les faiblesses un peu de l'équipe adverse pour pouvoir remporter la série. Je pense que Miami, puisque le dernier match, je me rappelle, Miami a gagné. Ouais, c'est ça, Miami a gagné, mais même ce match-là, j'ai pas trouvé. Bon, les deux équipes c'était compliqué, mais j'ai pas trouvé un Miami transcendant comme on a pu le voir chez eux. Je pense que chez eux, il y a aussi cette magie, le fait d'être à domicile. Et comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai vécu en direct l'année dernière quand j'y étais. Il y a. Le stade ne paye pas de mine en soi, hein, c'est un petit stade de college baseball. À Miami, les gens ont autre chose à faire que d'aller voir du college baseball en général, donc c'est pas forcément le stade le plus plein. Mais par contre, les gens qui sont là-bas, ils mettent une ambiance de fou et il y a un côté un peu galvanisant en fait de jouer là-bas pour l'équipe, hein. Bah, ils l'ont prouvé encore comme on l'a vu avec les séries face à UVA et UNC. Mais là, c'est un peu un retour sur Terre et ça nous permet de comprendre hein, pourquoi cette équipe n'est pas forcément dans le top 25, tout comme Notre-Dame. Ils ont le temps de travailler sur la reconstruction, on va voir un peu quelles vont être les politiques mises en place par chaque équipe. Miami, comme j'ai dit, c'est un historique du college baseball, donc ils peuvent pas se permettre de se laisser euh, distancer et jouer des saisons sans rien, entre guillemets, hein, c'est-à-dire sans tournoi national ou sans peser dans la ACC. Donc on va voir très rapidement comment ça évolue sur cette saison, hein. Pour l'instant, il n'y a rien de grave, hein. Ils ont perdu une série 2-1, ils avaient gagné les deux premières séries ACC. Donc voilà. Pas de quoi dramatiser. Et pour Notre-Dame, je pense que la timeline est un peu plus tranquille dans le sens où il n'y a pas une demande de résultat direct, mais vraiment une demande de mise en place d'une stratégie. Je pense que leur coach, c'est Sean Stifler, de mémoire. Je peux me tromper, et là, honnêtement, j'ai pas de quoi vérifier, donc je m'excuse pardon à l'avance, j'ai pas de quoi vraiment vérifier, mais vous pouvez vérifier vous-même sur internet et vous pouvez mettre en commentaire par exemple de la vidéo si enfin du YouTube par exemple si j'étais dans le vrai que c'est bien Sean Stifler parce que peut-être je me trompe, hein. Bref. Donc voilà, voilà pour la série que moi j'ai suivie. Il y a des séries que j'ai vues en replay. Je vais en parler vraiment très 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 rapidement. La première série dont je voulais parler, c'est la série voilà, dont j'avais parlé lors du précédent épisode à suivre entre Florida State qui était invaincu à l'entrée de ce week-end et le gros morceau qui est Clemson, hein, Clemson qui venait de battre Duke chez eux, enfin à Duke quoi. Alors que Duke venait de battre Wake Forest lors du premier week-end ACC, enfin bref. Ça pour dire que, voilà, encore une fois, le college baseball, il n'y a rien de mieux. Il n'y a pas de, faut pas chercher une logique mathématique, hein, c'est pas une équipe plus forte qu'une autre, hein, c'est du baseball et en plus du baseball universitaire. Mais bref, on s'imaginait avoir un gros test pour Florida State du côté de la Caroline du Sud. Et bah oui, ça a été très compliqué pour Florida State. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand je vois, enfin,
quand je vois les matchs, hein, bon, tout d'abord, il y a eu un double header parce que le vendredi, il y a eu des problèmes de temps, en fait, hein. Le temps n'était pas bon, donc du coup, ils ont joué 2 fois le samedi et 1 fois le dimanche. Euh, Ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois, on voit un Florida State qui commence mieux. Un Florida State qui peut aussi compter sur des starters plutôt, voilà, on va dire compétitifs. Mais un Florida State qui ne peut pas compter sur son bullpen, qui se fait manger et qui permet des retours incroyables de Clemson. Enfin bon, le premier match, c'est peut-être pas exactement ça, parce que le premier match, certes, Florida State en haut de première manche réussit à mettre 4 points, hein, 4 runs. Clemson répond avec un run sur Cam Leiter qui a été en grosse difficulté, donc c'est peut-être le starter euh, voilà, qui a été au même niveau que son bullpen, entre guillemets. Euh, il n'a duré que 2 manches et 2 batteurs, on va dire, dans le sens où il a concédé sur les 3 premières manches 6 points mérités. Il a été retiré, mais bon, son bullpen n'a pas fait mieux, puisque voilà. On se retrouvait donc avec 6-4 hein, pour Clemson après 3 manches, mais Florida State va revenir à un seul run de différence en début de cinquième, en haut de cinquième, avec un score de 6-5. Mais là, ça va s'écrouler. Je pense que, voilà, c'est ça, ouais. Dès le bas de la cinquième manche, c'est marrant parce que j'ai besoin de voir le replay, hein. Dès le bas de la cinquième manche, je pense que c'était Andrew Armstrong. Ouais, c'est ça, Andrew Armstrong, qui se prend 4 points mérités, qui laisse sa place, mais il va avoir un autre point également qui va être scoré, c'est-à-dire que Clemson va mettre 5 points, et donc on va passer d'un 6-5 à un 11-5, et là très clairement le match semble terminé. Clemson va ajouter 4 autres points en septième manche, et il y a la fameuse run rule, hein, parce qu'il y a 10 points d'écart au bout de 7 manches, donc le match se termine en 7, avec une victoire donc de Clemson 15-5 sur ce premier match. Au niveau offensif, voilà, j'ai pas envie de garder trop, on va dire l'antenne sur ces matchs-là, mais au niveau offensif, on peut pas se plaindre de ce qu'a fait Florida State, puisque ça a été plutôt bon, hein. Jaime Ferrer, par exemple, a réussi 4 points produits, 2 sur 3 à l'at-bat. Daniel Cantu aussi, c'était 2 sur 3 à l'at-bat. Euh, James Tibbs, c'est peut-être pas son meilleur match hein, du week-end, mais euh, il a essayé d'être présent et il a d'ailleurs scoré un run notamment. Cam Smith, c'est un peu le même principe, hein. Il a réussi à provoquer un but sur balle et à scorer un run, mais en termes d'at-bat, c'est 0 sur 2. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Florida State a prouvé que son offense, c'est pas juste du vent, hein, par rapport à ce qu'ils montrent depuis le début de la saison face à une compétition peut-être moindre, mais ils sont très sérieux. Par contre, on a vu face à une grosse compétition ACC les limites en fait du pitching staff et notamment du bullpen. Donc ça c'était pour le premier match c'est 15-5, mais ensuite le deuxième match va rentrer dans ce dont je parlais auparavant, c'est-à-dire ces retours fantastiques de Clemson, puisque Florida State va cette fois-ci va sauter à la gorge en fait, hein, tout simplement de Clemson dès le deuxième match, et ils vont réussir notamment à mener 8-1. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'ils mènent 8-1 jusqu'à tard hein, dans le match, hein, 8e ou 9e manche, hein, enfin je veux dire vraiment à la fin, et en fait ils s'écroulent complètement alors qu'ils doivent closer le game, et euh, Clemson réussit à walk-off carrément et à gagner 9-8. Et le dernier match, c'est encore pire. Enfin, en termes d'ampleur de score, puisque le dernier match, au bout de 6 manches, il y a 11-2 pour Florida State. Et du coup, on est même plus proche de la run rule, hein, parce qu'il a ensuite ajouté un autre point et de ne pas en concéder dans la septième pour pouvoir au moins gagner ce match-là et éviter le sweep. Mais ça ne se fait pas, ça ne marche pas, puisqu'ils vont encore se faire remonter comme il le faut et ils vont perdre 14-12. C'est-à-dire qu'entre la sixième et la neuvième manche, ils vont se prendre 12 points. Donc ça a été très compliqué pour Florida State
surtout à mon avis mentalement, parce que quand on se retrouve avec une telle hype, on a vu beaucoup de fans de Florida State, bah voilà, gonfler les muscles, et c'est de bonne guerre, bien sûr, attention, on va pas les critiquer, sur les réseaux sociaux, etc., se demandant pourquoi Florida State est autant sous-estimé, ou pourquoi on punit Florida State, on les met pas dans le classement, quand on les met dans le classement, on les met 12e alors que c'est la seule équipe invaincue, etc. Mais j'en avais parlé, j'en reparle à chaque fois, la force du calendrier est quand même quelque chose qui compte. Et si je donnais quelques pistes de la bonne forme actuelle de Florida State comparé à la saison dernière, lors du dernier épisode, où j'expliquais aussi que le fait d'avoir commencé face à une compétition moindre a permis à Link Jarrett de mettre en place des choses et d'engranger de la confiance, parce que ça reste un sport, donc il y a un aspect mental très important. Bah, c'est pas pour rien que les observateurs aussi de leur côté vont se dire, ok, c'est vrai qu'ils sont invaincus, mais à part Florida en match de milieu de semaine, ils n'ont pas rencontré grand monde, entre guillemets. Et là, avec ce sweep, même s'ils n'ont pas démérité, en tout cas offensivement, ils ont continué à prouver, avec ce sweep, ça tend à confirmer un peu on va dire les conclusions un peu hâtives qu'on avait côté observateur. Ça ne veut pas dire pour autant que Florida State est médiocre, ça ne veut pas dire pour autant que Florida State ne va rien faire en ACC. Ça veut juste dire qu'il faut toujours relativiser et qu'il faut attendre, parce que ça reste du baseball universitaire. C'est une équipe qui sur le papier a du talent, a du potentiel, mais a peut-être moins d'idées précises et de choses un peu locked que des équipes comme Duke, comme Wake Forest, comme UVA, comme UNC, comme Clemson qui vient de les sweeper justement. Même NC State sur le papier euh, peut très bien concurrencer Florida State. Donc très content de voir le retour un peu au premier plan, ou en tout cas à un plan très important de Florida State. Mais Link Jarrett le sait et le dit lui-même, il y a encore beaucoup de boulot, c'est son année 2. L'année dernière, ça a été catastrophique. Cette année, il a réussi à bâtir une équipe qui paraît plus solide sur le papier, mais je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes, et c'est un retour sur terre en fait pour Florida State. La dernière série dont je vais parler, et celle-là ça va être très 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 rapide, c'est le rematch de la dernière finale entre Florida et LSU, puisque Florida se déplaçait du côté de LSU. On a eu un premier match où LSU a clairement dominé, notamment grâce à Luke Coleman, qui est encore sur une grosse performance en termes de pitching, et qui n'a quasiment, qui lui n'a rien concédé, mais même je pense en général, le pitching staff de LSU n'a rien concédé en général. Ils ont gagné assez facilement le premier match. Le deuxième match a été un match un peu bascule, puisque Florida a réussi à tenir, à rester dans la roue et à dépasser LSU, alors qu'LSU semblait encore une fois bien parti pour au moins faire durer le suspense, et pourquoi pas remporter la série dès samedi. Et pourquoi je dis bascule? Parce qu'on a l'impression que ce match du samedi finalement perdu par LSU, alors qu'ils avaient clairement les clés en main pour pouvoir faire un meilleur score, ça a un peu pesé sur le dimanche, où on a senti une équipe très nerveuse, en difficulté, face à une équipe dont Cagliari Lyonnais, encore une fois, ébloui un peu de son talent, même si c'était par intermittence. On a vu un match très très rapidement mis à l'abri par Florida, et une très belle série gagnée par Florida du côté de LSU, 2-1 en termes de série, et le dernier match c'était, je pense, un 12-2 ou un truc comme ça. D'ailleurs, Jay Johnson, parce que ça a été électrique sur le terrain, il y a eu des mots échangés entre Cagliari en tant que lanceur et les batteurs qu'il qui lui faisait opposition lors de ce match-là. On a senti aussi, voilà, peut-être pour Cagliari, c'est une certaine revanche par rapport à cette finale, ce dernier match de finale complètement loupé de sa part et qui a pesé dans la défaite de Florida. Donc peut-être qu'il ne parlait pas forcément pour attaquer LSU en tant que ça, mais pour un peu exorciser ses démons, et ça a été pris comme de la provocation, etc. LSU est vite sorti de son match, en fait, pour être honnête. Et c'est pas une attaque contre Florida. Florida a joué son rôle, ils ont bien fait, ça reste du sport, on est censé être capable de faire la part des choses. LSU n'en a pas été capable, Jay Johnson a même été expulsé, le coach de LSU, après tout ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est la dernière série dont je voulais parler rapidement, puisque LSU a donc perdu à domicile, et LSU est donc sur les deux premières séries et deux séries perdues en SEC. Donc rien de rédhibitoire, ils ne se sont pas fait sweeper encore une fois, mais on le sait, le calendrier de conférence, ça va vite. On peut très vite se retrouver en très très grosse difficulté, et le champion sortant pourrait très vite tomber dans le syndrome un peu de ce qu'on a vu côté Mississippi State ou Ole Miss récemment. Donc attention, on sait qu'il y a moins de talent, forcément on perd Paul Skeens, on perd Dylan Cruz, on perd Trey Morgan, on perd, je ne vais même pas vous citer tous les noms, Gavin Dugas en termes d'expérience, etc., etc.
Forcément que l'équipe ne peut pas remplacer tout ce talent et cette expérience en une fois, mais attention, une saison de baseball, ça peut très vite basculer dans du mauvais côté. Enfin bref, on va faire une petite pause musicale avant de parler donc du top 25 de cette semaine très rapidement. Alors, avant de vous décortiquer le top 25, je vais déjà parler des équipes pour lesquelles ça ne s'est pas bien passé et qui du coup vont sortir du top 25 de cette semaine. La plus grosse équipe d'entre elles, c'est TCU, TCU décidément qui a beaucoup de mal en ce début de calendrier Big 12 et qui est en train de montrer certaines limites euh, auxquelles on ne s'attendait pas forcément en début de saison. Puisque TCU, malgré un match énormissime de Peyton Toley et donc la victoire de ce dernier avec un match complet, il a fait un match complet, il a réussi à retirer un strikeout 15 batteurs et je ne sais plus si c'est un shutout pour le coup, puisque je pense qu'il a quand même pris un coup sûr ou un truc comme ça. Mais ils ont gagné 1-0 du côté d'Oklahoma State sur le premier match. Tout le monde s'est dit ok, TCU semble lancer cette fois-ci. Puis en fait ils se sont fait battre les deux autres matchs pour perdre la série 6-2 et 6-3. TCU, pour le moment, alors ils ont gagné ce match-là. Ils se sont fait sweeper, donc là c'était 2-1, donc là ils ne sont pas fait sweeper, mais la série d'avant ils s'étaient fait sweeper du côté d'Oklahoma. Et je pense que la première série, ils avaient également perdu 2-1. Donc ils n'ont gagné que 2 matchs. C'est ça, ils n'ont gagné que 2 matchs. 3 et 4, 7. Et perdu 7 fois en Big 12 pour l'instant. Donc ils n'ont gagné que 2 matchs sur 9 possibles. Pareil, encore une fois, c'est un peu à l'image de LSU, ce dont je viens de parler auparavant. Attention, puisqu'encore une fois, les calendriers, ça se passe très vite. C'est quoi? C'est entre 8 et 10 semaines de compétition en fonction des conférences. Donc c'est 8 et 10 séries au maximum. Ils en ont déjà joué 3, c'est-à-dire qu'il en reste entre 5 et 7. Ça peut très vite basculer dans quelque chose de très compliqué. Les autres équipes qui chutent, il y a Auburn qui a subi la loi d'Arkansas, et notamment d'un Hagen Smith, encore une fois Royal. Ils ont perdu à domicile, je pense que c'est pour ça qu'ils quittent, parce qu'il n'y a rien de honteux de perdre 2-1 face à Arkansas en ce moment. Mais ils ont perdu 2-1 à domicile, et surtout, ça prouve un pas très très bon début de saison du côté de la SEC pour Auburn, puisqu'ils venaient de se faire sweeper par Vanderbilt de mémoire. Campbell, du coup, ça a été la surprise. Campbell a perdu son opener du côté de la CAA. Je rappelle, Campbell, c'était Big South. Première série cette fois-ci, maintenant ça s'appelle comment déjà? Maintenant, c'est Coastal Athletic Association au lieu de Colonial. Donc, bref, ils ont perdu du côté de Delaware. D'ailleurs, ils n'ont pas perdu du côté de Delaware, ils ont perdu à domicile contre Delaware. Donc, c'est encore pire. Ils ont perdu 2-1 en termes de série. Et UC Santa Barbara aussi a perdu à Cal Poly. Ils ont perdu 2-1 à Cal Poly, donc c'est pas dramatique, mais comme ils étaient déjà 25e et qu'il y a d'autres équipes qui ont beaucoup mieux fait, ils sont sortis. Ce qui nous donne pour le top 25 de cette semaine, Arkansas toujours en tête, puisqu'ils ont gagné du côté d'Auburn, suivi par Oregon State, la petite équipe, enfin pas petite, mais l'équipe de Pac-12 qui fait la résistance au milieu de toutes les ACC et SEC en début de classement. Oregon State qui a d'ailleurs eu une semaine parfaite. Ils ont sweepé d'ailleurs, j'ai oublié c'était qui. Mais ils ont sweepé leur conférence, enfin leur série de conférences ce week-end. Et d'ailleurs, il y avait une stat amusante, j'ai complètement oublié le nom, ça va pas me revenir comme ça, j'ai un trou. Mais par contre, la stat que je me rappelle, Travis Bazana, 4 derniers matchs, il a réussi un lead-off home run. Parce que c'est le batteur de première position, et il a réussi un lead-off home run lors des 4 derniers matchs. C'est assez exceptionnel, ce qui augmente encore plus son stock pour la draft à venir. Clemson, semaine parfaite, notamment le sweep face à Florida State, est 3ème. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc je vais tousser rapidement, mais je vais éteindre mon micro, je vais le rallumer dans 2 secondes. Voilou, je vous ai épargné vos tympans. Texas A&M est 4ème avec une victoire face à Mississippi State, 2-1 en série SEC. Tennessee a également gagné sa série SEC face à Ole Miss 2-1 et donc 5ème.
Florida, on en a parlé, ils viennent de battre LSU à LSU, ils sont 6e. Vanderbilt a eu une semaine très compliquée, avec surtout un week-end très compliqué, puisqu'ils se sont fait sweeper par South Carolina 3-0 en Caroline du Sud. LSU mitigé, ils terminent la semaine en 2-2, mais ils peuvent remercier leur bilan de milieu de semaine, leur victoire de milieu de semaine, pour équilibrer, puisqu'ils ont perdu la série à domicile face à Florida. Virginia, semaine parfaite avec notamment un sweep. Ils devaient jouer Pittsburgh. C'est Pitt. Ouais, ça doit être Pitt qu'ils ont joué. Dallas Baptiste, encore une fois, rien à signaler. Une semaine à 3-1, une série gagnée. Tout va bien. Une série de week-end en conférence USA. Et d'ailleurs, c'était face à Sam Houston State. J'ai oublié d'en parler parce que c'était la grosse affiche si on voulait regarder un peu les mid-majors. Et Dallas Baptiste s'en est très très bien sorti avec un Ryan Johnson, leur ace, encore une fois, incroyable. Bref, Duke, je trouve que Duke aussi, ça a du mal. Ils ont battu Wake Forest à Wake Forest et depuis, c'est deux séries perdues parce qu'ils viennent de perdre du côté d'NC State 2-1, donc c'est pas rédhibitoire pour le coup parce que c'est à l'extérieur et c'est une équipe qui d'ailleurs retrouve les rankings. Mais attention, Wake Forest justement suit Duke en 12e position avec cette fois-ci une série bien maîtrisée face à Louisville et enfin ils sont dans la colonne des winners. Première série gagnée en ACC cette saison. Virginia Tech et North Carolina suivent avec le même bilan, semaine parfaite, ils ont sweepé. Alors Virginia Tech ont sweepé Boston College et North Carolina a sweepé Georgia Tech qui a encore vu Drew Burrs réussir des performances ahurissantes, mais ça n'a pas suffi. En 15e position, il y a une petite dégringolade, c'est East Carolina qui a perdu du côté de UTSA qui vient d'arriver en AAC et qui, pour sa première série de AAC, fait tomber le favori, le grandissime favori. Donc bravo à eux. Défaite donc de East Carolina en termes de série 2-1. Alabama s'est fait sweeper de côté de Georgia, donc c'était pas un joli. Ils perdent aussi pas mal de place. Florida State, on en a parlé, ils se sont fait sweeper, ils perdent pas mal de place. Entrée de South Carolina qui a eu une semaine parfaite, notamment un sweep de Vanderbilt en 18e position. Coastal Carolina aussi a perdu une série Sunbelt 2-1. Donc bon, voilà, la Sunbelt ça reste assez conséquent, donc c'est pourquoi il ne drop pas trop, mais attention. UC Irvine n'a pas pu finir sa série, mais avait gagné déjà les 2 premiers matchs de la série. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils vont mettre en place ce dernier match, mais ils gagnent donc 2-0 dans cette série, donc ça va, ils sont 20e. En 21e position, Mississippi State qui a perdu face à Texas A&M, mais rien de rédhibitoire, et sur la semaine ils sont en 2-2. En 22e position, c'est une entrée avec NC State qui revient, notamment grâce à sa série gagnée 2-1 face à Duke. Kansas State également qui rentre avec une semaine parfaite et un sweep en Big 12. Kentucky qui rentre également après un week-end bien maîtrisé. Et enfin Oklahoma qui fait la grosse dégringolade là également puisqu'ils ont perdu leur série ce week-end. Malgré le fait qu'ils aient gagné le premier match, je pense que c'était du côté West Virginia. Je me rappelle encore avoir vu des belles performances de leur pitcher, désolé, hein, encore l'atout qui m'embête. Mais ils ont ensuite perdu les 2 autres matchs et donc perdu la série du côté de West Virginia. Et ils ferment la marche. Alors attention, j'ai vu pas mal d'observateurs et d'autres top 25, d'autres médias qui mettent par exemple Nebraska qui fait un gros début de saison, on va pas se mentir, et qui pourrait damer le pion en Big Ten, on va voir, hein, ça vient de commencer le calendrier Big Ten, mais damer le pion à des équipes comme Indiana ou Iowa dont on attendait beaucoup plus en début de saison. Mais bon, voilou, le top 25 vous le retrouvez comme chaque semaine hein, grâce à D1 Baseball, hein, chaque lundi ils le sortent. Si vous êtes curieux, vous pourrez trouver des top 25 de, je pense qu'il doit y avoir Baseball America, il doit y avoir College Baseball Nation, il doit y avoir College Baseball Central. Il y a beaucoup de top 25 honnêtement. Donc si vous voulez vous amuser à regarder et à comparer, vous pouvez le faire. Ils sont tous sur Twitter. On va s'arrêter là, puisque comme j'ai dit, voilà, ce sont des épisodes un peu plus courts, comme je regarde pas mal la March Madness, et donc du coup j'ai moins de choses à dire côté College Baseball. Je continue toujours à suivre. Cette semaine, il faut aussi se rappeler qu'il y a l'Opening Day qui arrive en termes de MLB. Donc encore plus de choses qui arrivent en termes de programme et qui vont faire que je vais certainement être assez occupé pour quand même regarder un peu ce qui se passe en début de saison côté MLB. En tout cas, j'espère que cet épisode, comme tous les précédents, vous aura intéressé. N'hésitez pas aussi à me faire des retours
si vous le souhaitez, pour que je sache un peu ce qui vous intéresse là-dedans. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur le college baseball, et donc je pourrais un peu découper les prochains épisodes de façon à vous apprendre des choses en même temps que faire des récaps, et pas juste faire des récaps bêtes et méchants. Donc n'hésitez pas à commenter là-dessus. Et sur tous ces bons mots, je vais vous dire tout simplement à très bientôt. Je vais continuer à essayer de me soigner, hein, ça fait plus d'une semaine que je suis malade, mais on va essayer de s'en sortir. Allez, ciao. Pretty well hit to center field. And he is off the glove of Murray. Watch Murray. It could be an inside the park home run. Vukovic is waving him out. Here he comes. He's safe. An inside the park home run. Bobby Abreu. And the Phillies have won it 2-1 here in the 10th inning. What a way to end the ball game. The 2-2.